Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview avec Raphaël Oma. Raphaël, il est préparateur mental. Il a aujourd'hui une entreprise de coaching et de préparation mentale où il accompagne et il forme également les athlètes, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau à la prépa mentale. Il les aide à dépasser ce stress, à vivre mieux cet événement et à se préparer au mieux à ce qui les attend et à atteindre surtout leurs objectifs. On a eu une interview très enrichissante autour de son parcours, comment il en est arrivé là, comment il est devenu préparateur mental finalement, comment a grandi sa société. On en a parlé un petit moment puisqu'il est passé du statut micro à SARL tout en ayant une activité à côté à ses débuts. Son entreprise, sa micro-entreprise avait pris de l'ampleur et du coup, il a décidé de se lancer à temps plein et il nous en parle plus profondément. On a aussi parlé de comment bien gérer son stress, comment préparer un événement. Bref, c'était une interview forcément très enrichissante avec Raphaël puisqu'il est expert dans le domaine de la prépa mentale et franchement, il nous a donné plein de tips et plein de pépites. Il est auteur du livre Les 8 clés pour savoir gérer son stress. Donc, c'est des outils de préparation mentale qui sont accessibles à tous. Il nous en parle aussi également dans l'épisode et il est aussi le fondateur du podcast Le Smoothie que je vous invite à aller écouter. Si cette interview vous plaît, vous n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si vous le désirez et nous mettre un petit commentaire également sur YouTube puisque je mets toujours le podcast en version YouTube. Bonjour Raphaël. Salut Fanny, ça va? Oui, et toi? Moi, ça va très bien. Ouais, ça va très très bien. Bien occupé, mais Je- ça va bien. Ouais, apparemment, tu es bien occupé en ce moment. Écoute, je suis ravie que tu aies pris un petit peu de temps pour moi, pour avoir cet échange aujourd'hui dans cette interview de podcast pour mon podcast Révèle ton potentiel. Ça me tient à cœur d'interviewer des personnes qui sont en action, qui font des choses, qui révèlent leur potentiel chaque jour un peu plus. Donc du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Avec grand La toute plaisir. première question que j'ai envie de te poser, ça serait, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Qui je suis? Écoute, je suis un jeune homme de 43 ans qui a souvent beaucoup de mal à se prendre au sérieux, mais qui fait les choses très sérieusement et avec passion. Et je suis préparateur mental depuis une dizaine d'années. J'accompagne à la fois des sportifs et des entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs et la préparation de leurs objectifs. Et je forme également, puisque je suis responsable d'un diplôme universitaire. Et j'ai également monté en 2018 une formation privée sur la préparation mentale avec mon entreprise qui est organisme de formation. Et je conclurai, je ne sais pas où j'en suis des 30 secondes, je conclurai en disant que je suis aussi auteur et comme toi, podcasteur. Voilà, j'ai aussi un podcast. Cool, ok. Bon, la vérité, c'est que je time pas trop les personnes à chaque fois sur les 30 secondes. C'est juste un petit peu pour mettre de la pression dès le début, pour se dire, ok, on est sérieux ici, on a 30 secondes. Et c'est surtout aussi pour arriver à être concis et dire tout de suite, voilà, ce qu'on fait. Parce que parfois, quand on pose cette question, on peut un petit peu parfois Ah, je suis s'étaler. d'accord, je suis d'accord. Euh, et 15 minutes du podcast sont déjà passées, donc au moins, ça cadre tout le monde. Je comprends, c'est très bien. J'ai C'est très ensuite bien une de faire comme deuxième ça. question. Tant mieux. Écoute, si ça te plaît, je continuerai à faire comme ça. J'ai une deuxième question pour apprendre à te connaître un peu plus. C'est une question un peu plus, voilà, un peu plus, on va dire, pas rigolote, mais c'est-à-dire sur voir comment toi tu réagis face à ça. C'est si je t'offrais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, là maintenant tout de suite, je te fais un virement. Qu'est-ce que tu ferais avec? Ouais, c'est une très bonne question. Sur 10 millions Comment d'euros, tu répartirais cet argent? ouais, j'avais pas du tout prévu ce type de question, tu vois. Alors, sur 10 millions d'euros, je pense que j'en garderai, on va dire, 3 millions. J'en garderai, ouais, c'est ça, un tiers.
Un tiers pour développer mon activité. Mon activité à la fois sur la partie prépa mentale et sur la partie immobilière, puisque je fais aussi pas mal d'IMO. Mais voilà, sur on va dire sur un volet utilitaire, investissement pour développer mes activités. Je pense que j'en garderai un tiers pour faire plaisir aux miens, faire plaisir à mes proches au sens large, famille et amis. Et je pense que j'en donnerai le dernier tiers, on va dire, je donnerai voilà, les 3 derniers millions, en gros on ferait 3 300 000, mais je donnerai la fin voilà, à des assos qui me tiennent à cœur. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, j'aurais pas besoin de garder ces 10 millions, tu vois, pour fonder un empire. Si déjà, finalement, en fait, j'en garde quasiment 6 pour moi, c'est-à-dire 3 pour mon business, 3 pour faire plaisir. Je suis sûr qu'avec les 3 que je vais pouvoir investir dans mon business, ça va aussi générer encore des revenus et j'aurai pas besoin de plus. C'est un goal pour toi d'avoir voilà, une certaine somme d'argent générée grâce à tes revenus, à ton entreprise, à ton chiffre d'affaires ou à l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive ou tu fonctionnes pas du tout comme ça? Ouais, si, c'est quelque chose qui me motive. En tout cas, ce qui me motive, pour être transparent, c'est d'avoir de la sérénité sur l'aspect financier et notamment de conserver et d'accroître une liberté, une indépendance. Donc si, c'est complètement un objectif. Le fait de me dire, voilà, dans X temps, si je veux, je peux arrêter de bosser, ou ce que j'ai mis en place avec l'immobilier peut me permettre de lever beaucoup le pied. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tout comme, tu sais, en tant que préparateur mental, j'accompagne des entrepreneurs, des sportifs, certains de très haut niveau international, des entrepreneurs. On connaît certains entrepreneurs en commun, mais qui ont aussi de très beaux résultats. Et tu as toujours cet équilibre, je trouve, à trouver cet équilibrage, je pourrais dire, à trouver, Fanny, entre le focus. Voilà, il faut être focus pour réussir. Et en même temps, un engagement trop important, une motivation trop importante crée aussi des interférences, crée des tensions parce qu'on a l'impression de jouer notre vie dans cette aventure entrepreneuriale ou sportive. Et donc être sur du double projet est pour moi quelque chose de très important. Je le travaille beaucoup avec ce que j'appelle moi les préparés, les personnes qui font de la préparation mentale. Et pour moi aussi, donc c'est hyper important, tu vois, de pouvoir développer finalement non pas un business, mais plutôt 2, tout simplement parce que les fois où j'ai envie de faire un peu moins de PM, je sais qu'il y a la partie IMO aussi qui tourne, et parfois quand l'IMO me saoule parce que tu as des travaux ou des déconvenus, bah je sais que j'ai aussi la PM pour me développer. Donc le fait d'avoir cette stabilité sur 2 business et de développer des revenus pour être suffisamment tranquille, ouais, c'est important pour moi. Ouais, ok. Ouais, très juste tout ce que tu dis et ça me parle beaucoup. Bah, je te remercie pour ça. J'ai encore une question pour apprendre à se connaître un peu plus. Tu sais, c'est mes 3 petites questions du début de podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré comme un mentor ou un formateur ou quelqu'un qui t'a inspiré pour oser te lancer, pour oser un petit peu changer ta vie, monter ton business et être un peu celui que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'inspire, on va dire? C'est une superbe question. C'est une superbe question qui est difficile pour moi euh, parce que j'aurais envie de citer plusieurs personnes. Je viens pas vraiment moi d'un environnement entrepreneurial. Tu vois, mes 2 parents étaient fonctionnaires, donc on est loin de l'aspect entrepreneurial. Même s'ils faisaient tous les 2 de l'immobilier. Donc je pense déjà que ça très tôt, ça a créé une appétence pour l'IMO. J'ai acheté mon premier appart, je devais avoir 24 ou 25 ans, jeune prof à l'époque, jeune prof de PS. Et sinon, comme ça, si je devais donc te citer une seule personne, je pense que je te citerai enfin c'est pas je pense que je te citerai, c'est je vais te citer mon cousin, Pascal, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, 6-7 ans de plus que moi. Et ça a longtemps été dans mon environnement en fait le seul entrepreneur, tu vois, que je voyais, et je trouvais cool de le voir à 25 ans, à 30 ans, monter des entreprises, tenter des choses, faire des pivots, essayer autrement, etc. Et donc ça m'a inspiré. Et tu sais, moi j'ai été
9 ans prof en école d'ingénieur. J'avais un super poste. À côté, j'étais en micro-entreprise sur de la préparation mentale. J'étais au plafond de la micro-entreprise, je faisais de l'IMO et tout allait très bien. Et dans le même temps, je pense qu'il y avait une frustration de me dire finalement, je ne peux pas vraiment voir jusqu'où je pourrais aller. Et tu parlais du fait de révéler son potentiel aussi et de développer son potentiel. Et si tu veux, je me sentais un petit peu bridé par mon activité d'enseignant, même si je l'adorais. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu être à plein temps sur la partie prépa mentale. D'accord, ok. Donc ton cousin pour le côté, l'aspect entrepreneurial et un peu passage à l'action, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est très bien parce que tu as enchaîné un petit peu sur le parcours puisque la toute première question véritable du podcast que je pose vraiment, c'est en savoir un peu plus sur toi, comment t'en es arrivé là pour faire ce que tu fais aujourd'hui, pour accompagner les personnes que tu accompagnes vraiment au quotidien. Qu'est-ce qui a fait le switch? Donc là, on arrive un petit peu à comprendre, mais est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu vraiment ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est le bon moment, je passe à l'action, même si tu avais ta micro-entreprise, tu voulais aller plus loin. Qu'est-ce qui a switché, quoi? Vraiment, est-ce que c'est plus au niveau mindset, tu vois, cette question? Ouais, je comprends. Écoute, là aussi, c'est multifactoriel. C'est-à-dire, donc, moi, à partir de 2009, je suis recruté par une école d'ingénieurs à Angers. Au moment où je suis recruté, je suis prof de PS depuis 2 ans et demi. Enfin, je finis ma troisième année, on va dire. Je suis prof de PS en Martinique. Je suis originaire de Martinique. Mon papa est martiniquais, donc je bosse là-bas avec ma chérie. Et pour différentes raisons, voilà, ma chérie a envie de rentrer, on va dire, en métropole, comme on dit. Et donc, je postule sur 2 écoles d'ingé. Je suis recruté par l'une des deux. Et quand je suis dans cette école, j'arrive, si tu veux, dans un univers, Fanny, que moi je connaissais pas gamin. C'est-à-dire que j'ai été plutôt un bon étudiant, mais étudiant à l'université, STAPS. J'étais pas un bon lycéen et j'étais encore un moins bon collégien. Donc on va dire que plus j'avançais dans les études, mieux ça allait, parce que je me rapprochais de plus en plus de ce que je voulais faire, c'est-à-dire bosser dans le sport et dans la transmission, d'une certaine façon. Et quand j'arrive dans cette école d'ingé, pour moi, j'ai l'impression d'arriver en Ligue des champions de l'enseignement, en me disant, voilà, je suis en école d'ingé, en tant que prof, je pourrais pas trouver un meilleur environnement. Et en fait, je rencontre des étudiants qui finalement manquent de confiance en eux, ont parfois du mal à gérer leur stress. Je les challenge pas mal aussi dans les cours de PS. C'était le but de développer ce qu'on appelle les savoir-faire relationnels et comportementaux, c'est-à-dire de voir comment ces futurs cadres, ces futurs dirigeants, ces futurs ingénieurs se comportent dans telle ou telle situation. Et donc, à ce moment-là, avec l'école, je décide de reprendre mes études. Donc, je passe un DU, un diplôme universitaire en prépa mentale. Le deal est que l'école me paye la formation et que moi, je fasse profiter de la formation aux étudiants. Donc, à partir de là, j'accompagne certains élèves ingénieurs de façon individuelle sur la préparation mentale, des élèves ingénieurs qui sont sur un cursus de sportifs de haut niveau. Puis j'accompagne le personnel, on met en place une semaine du bien-être à l'école, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'en savoir plus sur la confiance en soi, l'estime de soi, le contrôle des émotions, l'orientation des pensées, la capacité à se relaxer, etc. Donc je mets en place cette semaine du bien-être, je commence à travailler donc avec mes premiers sportifs à l'extérieur de l'école et puis on a des premiers bons résultats, on a à l'époque une jeune élève ingénieure, Camille Lejoly, qui est 2 fois championne de France d'heptathlon. Je bosse avec mes premiers footballeurs professionnels. Denis Sapia devient le seul joueur en France à jouer l'intégralité des 38 matchs de Ligue 1. Et bien entendu, l'idée est surtout de ne pas dire que c'est uniquement grâce à la prépa mentale. C'était déjà des très très bons athlètes avant, bien entendu. Et en même temps, la préparation mentale fait partie de leur smoothie, fait partie des ingrédients de leur smoothie qui leur permet de performer un peu mieux et d'avoir ce type de résultat. Et donc, je fais cette double activité, on va dire, en gros, vraiment de 2014 à 2018. Et en 2018, je décide de ne pas renouveler mon contrat en école d'ingé pour être à plein temps sur la prépa mentale. Donc, c'est là que je change aussi de statut. On va dire, d'entreprise, que je peux davantage la développer, que je peux avoir davantage de charges puisque je peux les déduire. Et ça me permet d'accélérer sur le développement de mon entreprise. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir voilà, éclairci vraiment ton parcours. C'est très clair. Et j'ai plusieurs questions qui me viennent, vraiment parce que voilà, c'est quand même super intéressant ce que tu viens de dire. Donc, la toute première, juste pour faire un petit point.
rapidement sur, ok, sur quelqu'un qui en est au stade, genre, il a dépassé son plafond du micro peut-être plusieurs fois, plusieurs années, tu sais, on a le droit et tout ça. Et il est dans ce truc où est-ce que je bifurque, est-ce que je bifurque pas, comment j'avance, qu'est-ce qui fait vraiment pour toi? Est-ce que c'est plus au niveau, genre, état d'esprit, tu dis, ok, là, je passe aux choses sérieuses, je monte une société, ça va prendre une autre dimension, ou tout simplement parce que tu as dépassé ton plafond, allez, tu dis, bon, allez, il faut juste que je switch, mais comment tu vois les choses par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que toi, c'était vraiment très, j'ancre un nouveau truc. Genre, ça va être vraiment sérieux maintenant, c'est mon truc à temps plein, c'est plus la petite micro-entreprise avec mon side project à côté. Ouais, ouais, Comment tu dirais tu à l'as quelqu'un qui veut transiter comme ça? Oui, tu l'as très bien compris, tu l'as très très bien compris. C'est-à-dire moi, pendant très longtemps, la PM était juste un jeu. Et tu sais, j'ai aucun problème pour dire que mon salaire de prof m'allait très bien, que ma vie m'allait très bien. Et encore une fois, j'avais la micro-entreprise à côté, j'étais au Ouais. plafond. Alors à l'époque, moi, mon plafond, si je me trompe pas, enfin, je pense que ça devait correspondre en gros à 3-4 000 euros, enfin, peut-être 3 000 euros par mois, il me semble, quelque chose comme ça. Plus mon salaire de prof, et ça m'allait très bien comme ça. Et tu as raison, c'est vrai que le fait de basculer après sur un statut de SARL, etc., je me suis dit, bon, là ça devient sérieux, t'as pas de salaire à côté, et ça peut jouer sur la perception de ton activité, sur ce que tu mets en place, etc. Pour une autre personne, éventuellement, ce que je pourrais conseiller, bah, c'est de bien se connaître. Déjà, ça serait le premier point. Et tu sais, typiquement, ne serait-ce qu'au niveau des motivations, je trouve toujours intéressant de comprendre si on est plutôt motivé de façon appétitive, c'est-à-dire le truc qui fait que je vais en haut de la montagne, c'est que j'ai envie d'aller voir le sommet. Donc là, j'ai de l'appétit pour ça et je suis prêt à monter. Ou est-ce que le truc qui fait que j'ai envie d'aller voir le sommet de la montagne, c'est parce que, je sais pas, il y a une montée des eaux dans la vallée et il faut que je monte. Et là, c'est plutôt une motivation aversive. Donc, t'en as qui sont motivés par le fait d'aller vers un truc qui donne envie et d'autres qui sont motivés par le fait de fuir un problème. Et donc, je pense que déjà bien comprendre comment on fonctionne par rapport à ça pour pas se mentir, et en tout cas se mentir le moins possible et se tromper le moins possible, c'est de comprendre finalement, ok, aujourd'hui j'ai une micro-entreprise qui va bien, peut-être que c'est suffisant, et ça peut être suffisant pour plein de gens, et c'est, comme on dit, c'est ok, c'est très très bien comme ça. Et puis, tu en as d'autres qui peuvent avoir de l'appétit pour monter un empire, et ça peut être ok, mais je pense que c'est important de bien se comprendre, de ne pas se raconter d'histoire. Et je rencontre pas mal d'entrepreneurs ces temps-ci, alors je ne sais pas si c'est lié à mon âge, à ma génération, mais qui me disent, bah, tu vois, Raph, finalement, je me suis longtemps dit que être entrepreneur, c'était avoir des salariés, c'était avoir des bureaux, c'était avoir tu vois, tout un package un peu de l'entrepreneur. Et finalement, c'est pas du tout ce qui me fait rêver, c'est pas du tout ce qui me convient. Et aujourd'hui, bah, même si je fais moitié de chiffre, je préfère avoir une équipe réduite de trois quarts. Je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus mobile qu'une boîte avec 15 salariés. Donc je pense que c'est important déjà de bien se connaître avant de décider est-ce que j'embarque pleinement dans cette aventure ou pas. Ouais. Ok, très juste. Merci beaucoup pour ce partage. Et ouais, c'est super intéressant parce que on se pose pas assez les questions. On a beaucoup de rêves sur des choses et on veut grossir. Et puis il y a la comparaison. Tu sais, moi des fois on me dit bon alors t'as bifurqué en société, etc. Bah je dis bah non, pas forcément encore. Enfin, pourquoi ça serait vraiment le truc qu'il faut absolument faire? Je pense qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des choses, même au niveau mindset. Donc et il y a un peu cette course, tu vois, un peu, je trouve aussi parfois, et il faut faire attention et à revenir à qui on est et reposer les bases. Et du coup, j'ai une autre question par rapport à tout à l'heure, ton parcours, tout ce que tu disais. Comme j'ai l'impression que ça s'est fait dans la fluidité, dans la continuité un petit peu, est-ce que tu as eu des moments difficiles, voire des moments d'échec où tu as voulu tout arrêter ou alors ça n'a pas fonctionné comme tu as voulu et tu t'es remis en question? Ou est-ce que vraiment tu arrives à avoir cette espèce de progression qui monte petit à petit sans vraiment avoir trop d'embûches? Comment tu vois les choses? Parce que tu sais, souvent ce que j'entends, j'écoute beaucoup d'interviews et d'interviews de start-up. Par exemple, ils ont monté un truc, ça n'a pas marché, ils ont perdu des millions d'euros et bam, ils recommencent un truc derrière. Enfin, c'est quoi ta vision un peu par rapport à ça? Ok, ok. Je vais te répondre. En même temps, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais avant. Là, je trouvais ça très juste de dire, tu sais, des fois, on veut grossir et est-ce que tu es déjà passé en société ou autre. Et
Et tu vois, peut-être qu'à un moment, j'ai voulu grossir et aujourd'hui, je crois que j'ai plutôt envie de grandir. Ou alors, je me rends compte que finalement, c'est pas le fait de grossir, d'être hyper lourd, hyper mastoc qui m'intéresse, mais plus de grandir, y compris personnellement. Et je crois vraiment que plus je grandis personnellement, plus mon business grandit aussi. Et voilà, ça en tout cas, je voulais juste revenir là-dessus. Après, sur le fait de la croissance, est-ce que ça a été linéaire ou pas? J'ai envie de te répondre oui et non. Alors, j'ai pas d'origine normande, mais j'ai envie de te répondre oui et non parce que à la fois, j'ai été dans mon développement toujours très réfléchi et j'ai l'impression, mais peut-être que j'aime me le dire et que je me leurre un peu, mais que j'ai toujours 2 ou 3 coups d'avance dans ma réflexion entre le moment où j'en suis réellement et ce que j'imagine. Et donc, j'essaye d'anticiper. Là, par contre, où ça n'a pas été linéaire. Et je te disais tout à l'heure, tu sais qu'on pouvait avoir une motivation appétitive ou aversive. Il y a un facteur aussi qui a joué dans ma projection. Et j'en parle de temps en temps. J'en parle pas à chaque fois, mais j'en parle de temps en temps. Et je pense que c'est bien aussi pour toi et pour les personnes qui écoutent ton podcast d'avoir aussi cette vision. Pour être complètement transparent, moi, il y a un facteur qui a été important. C'est que ma femme et mon fils aîné ont eu un accident de voiture, comme ça arrive à plein de Français et de Françaises, un accident de voiture assez grave. Et ça a joué dans la mesure où, n'étant pas originaire de la ville dans laquelle on était à Angers à l'époque, nous on n'était pas originaire de ce lieu-là, et le fait d'avoir eu un accident assez grave dans une ville qui n'est pas forcément ta ville dans laquelle tu as grandi, a fait qu'à ce moment-là, ma compagne avait envie de changer de ville. Et dire, bah voilà, c'est peut-être le signe aussi de déménager. J'ai plus envie d'habiter à 2 km de l'endroit où j'ai eu cet accident, qui aurait pu être beaucoup plus grave. Et du coup, si tu veux, si on revient sur la motivation, là, moi, je bascule à ce moment-là dans une motivation aversive qui fait que finalement, je me dis, moi, en fait, à la base, mon boulot de prof aussi me va bien en école d'ingé. À ce moment-là, je pense qu'on a une petite dizaine d'appartements et on a la micro-entreprise à côté. Et donc, je me dis, bah, finalement, si je dois faire autre chose, il faut que je me développe encore plus vite, tout simplement parce que je n'ai pas envie de déménager et d'être prof dans un collège. Donc déjà, c'est pour dire que je pense que beaucoup de nos évolutions entrepreneuriales dépendent aussi de nos évolutions personnelles. Et après, sur le fait d'avoir des fois été découragé ou de perdre beaucoup, la réponse est non. Ça, c'est certain que non. Tout simplement parce que j'ai jamais perdu beaucoup. Parce qu'on a la chance aussi dans cette industrie, il faut dire les choses très clairement. Je pense que dans beaucoup de cas, on reste en fait, moi je le vois comme ça, on reste finalement des bébés entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai pas eu à investir 500 000 euros pour monter mon entreprise de PM. En vrai, une fois que j'ai investi sur moi, sur quelques formations, sur un PC, peut-être sur du matos pour que le son soit de qualité quand je parle, bon, en fait, tu vois, on n'investit rien. Donc oui, aujourd'hui, je fais de la pub sur certains médias. J'ai plus de visibilité, je peux me payer certaines formations, être dans certains réseaux d'entrepreneurs. Mais excuse-moi, pardon. Mais finalement, tu vois, les enjeux financiers sont très minimes. Et donc, j'ai pas d'endettement sur cette partie-là. Donc, non, j'ai eu la chance de jamais perdre beaucoup d'argent, de pouvoir réinvestir, à l'inverse, de pouvoir réinvestir facilement ce que je gagne dans la PM, soit dans mon entreprise de PM. Et aujourd'hui, par exemple, d'avoir des salariés, je pense qu'il est assez rare, en fait, en préparation mentale, ou de l'investir dans de l'immobilier. Ouais, ok. Et cette notion d'échec, toi, tu la vis, tu la vis pas? Enfin, c'est que tu sais, je sais que souvent cette question, elle est un peu, souvent j'ai la réponse de, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a que des apprentissages ou des choses comme ça. C'est quoi pour toi un peu cette notion d'échec? Bah, je vais te répondre ça. Je vais te répondre que à la fois ça m'agace d'échouer, ça m'agace beaucoup, ça me frustre. Je reste quelqu'un de très ambitieux dans ce que je fais, tu vois. Alors, encore une fois, je veux le faire en m'amusant, je veux prendre beaucoup de plaisir. Mais aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir travailler avec des sportifs de haut niveau, de pouvoir accompagner des entrepreneurs. Tu parlais de start-up, de pouvoir aussi collaborer avec des start-upers. Je trouve qu'on est très très proche de la performance sportive. C'est des personnes qui doivent être inspirantes, qui doivent inspirer des investisseurs, qui doivent inspirer des collaborateurs, qui sont des fois presque... j'allais dire presque schizophréniques, c'est-à-dire qu'elles vendent un projet aujourd'hui en disant voilà ce que nous on va faire, et elles s'imaginent là,
Sauf que elles, aujourd'hui, quand elles voient les coulisses de leur boîte, elles sont 6 étages en dessous. Et un peu comme des sportifs de haut niveau, c'est des personnes qui doivent croire beaucoup avant de voir, à l'inverse de saint Thomas qui ne croyait que ce qu'il voyait. Là, on doit d'abord beaucoup, beaucoup croire et après, peut-être qu'on verra. Et donc, oui, l'échec me frustre beaucoup. Et en même temps, moi, j'ai énormément échoué. Et si parfois je me compare à d'autres PM ou certains préparateurs mentaux, parfois me demandent comment j'ai fait, alors avec des gros guillemets pour en arriver là, parce qu'en fait, je suis arrivé nulle part, mais pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, je leur dis sincèrement, je pense que c'est juste que je me suis raté beaucoup plus de fois que toi et que à force de me rater, parfois ça marche et parfois je trouve le bon truc ou le bon hack pour passer à l'étage supérieur. Donc c'est à la fois très, très frustrant d'échouer, mais je crois que c'est un chouette moteur. Et en même temps, c'est quand même vrai qu'on apprend beaucoup quand on échoue et que l'idée, c'est peut-être de tenter différemment, de faire autrement et de se servir de cet échec pour se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Tu sais, Fanny, je parle pas trop, ça va? C'est OK? Non, t'inquiète, ça va, c'est parfait. Tu sais, j'ai une personne sur LinkedIn qui m'a contacté il y a pas longtemps. Je proposais par rapport au podcast de me poser des questions. Et une personne me disait, OK, Raph, moi je viens de planter ma boîte. En fait, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui vient de perdre son business? Et bon, le premier point, je disais, selon moi, ce serait de prendre du recul. Perdre son business, c'est forcément un choc émotionnel et on peut le voir comme un échec, bien entendu. Et deuxième point, je disais, c'était une fois qu'on a pris du recul, de lister tout ce qu'on a appris. Et parce qu'on a appris, je pense, plein de choses de cet échec. Bon, et après, il y avait d'autres points que je conseillais, mais je pense vraiment qu'on apprend énormément et qu'on peut réutiliser cela pour en faire le terreau de réussite future. Ouais, ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis à un moment donné, tu as dit, oui, bien sûr que je peux me planter souvent ou des choses comme ça. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais est-ce que tu aurais un exemple concret? C'est quoi pour toi quand tu dis je me plante? C'est quoi? C'est que t'as pas réussi à closer des deals? Tu le situes à quel endroit en fait? Écoute, je vais te donner des exemples. J'ai pu rencontrer plusieurs marketeurs. Je rencontre des marketeurs et qui me disent waouh Raph, t'as quand même une belle autorité. Encore une fois, je me prends pas pour un autre, mais ils me disent c'est cool, t'as quand même plusieurs passages télé, t'as des passages radio, t'as écrit un bouquin avec une maison d'édition, t'as une superbe autorité, bosse avec notre agence, on va exploser entre guillemets ton business. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas forcément oui, gagner plus peut m'intéresser. Je te le disais tout à l'heure, mais en même temps, je sais très bien que j'ai pas besoin de plus aujourd'hui et que tout va quand même très très bien. Mais c'est vrai que voilà, en termes d'échecs, comme ça, je verrai, je pense, 3 collaborations avec des agences qui finalement n'ont pas eu d'incidence positive sur mon business. Parfois, ça a eu des incidences négatives dans le sens où oui, j'ai dû investir dans un setup, dans le fait de monter tout un écosystème pour mettre en place telle ou telle stratégie, et que finalement, ça n'a pas eu d'incidence. Donc ça, typiquement, je pourrais le voir comme un échec. Dans le même temps, j'ai appris aussi des choses, comme je disais tout à l'heure, et je me rends compte que même si je ne suis pas spécifiquement formé au marketing, aujourd'hui, je crois que je connais bien mon marché. Et oui, ça peut être très bien de m'entourer sur ce point de professionnel, mais peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit, et même avec l'autorité, etc., finalement, tu fais pas du x10 comme ça. C'est super intéressant ce que tu partages et j'aime bien cette vision et aussi ce que tu disais tout à l'heure, les conseils que tu apportes. Tu dis, voilà, faites la liste de ce que ça vous a apporté et tout. Je pense que c'est des bonnes petites choses qui paraissent simples en fait et au fond qu'on ne fait pas vraiment. Tu sais, on a souvent tendance à dire, c'est un échec et rester sur ça et ressasser le truc et pas vraiment faire l'exercice, même si on sait qu'il faudrait le faire, nous, en tant que coach. Mais en tout cas, c'est des bonnes piqûres de rappel à mettre en place. Maintenant, je voudrais bifurquer un petit peu sur ta partie auteur, tu vois. Donc, tu as écrit un livre. Comment s'est passé finalement ce voyage autour de ce livre? Pourquoi tu as voulu écrire un livre? Est-ce qu'on t'a proposé? Comment ça s'est passé? Et raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Ok, écoute, alors ce voyage s'est très bien passé. J'ai adoré en fait. J'ai adoré ce moment, un peu ce moment d'introspection
seul avec moi-même, où pendant donc 3 mois, moi l'écriture du livre m'a pris 3 mois, où j'ai essayé au maximum d'oublier qu'un jour ce livre serait lu, tu vois, pour être le plus sincère possible. Et écoute, la genèse, en gros, c'est que j'ai un contact avec Le Duc, maison d'édition sur Paris, une maison d'édition assez généraliste, je pourrais le dire comme ça, dans son approche. Et j'ai contribué très modestement à l'écriture d'un autre livre. Et à la fin, si tu veux, de ce premier livre, Fanny, où je contribue seulement, hein, j'en suis pas l'auteur, justement, je dois signer un papier en disant ok, je suis pas l'auteur, j'ai juste contribué et je vous demanderai rien. Et en même temps, quand j'ai l'éditrice à ce moment-là, je lui dis vous savez, moi je pourrais être intéressé aussi de partager, notamment sur le stress. Parce que je trouve que c'est un fléau, parce que je trouve que la préparation mentale est de plus en plus intégrée au milieu sportif, au milieu entrepreneurial aussi, mais qu'en fait elle peut nous aider, nous, monsieur et madame tout le monde, dans notre quotidienneté. Et donc voilà, après quelques discussions, la maison d'édition décide de valider le projet. Et moi, ce qui m'a motivé là-dedans, notamment, pour être très franc, c'est que, si tu veux, en gros, jusqu'au premier confinement, je voyais la préparation mentale comme un outil de travail pour moi, pour travailler avec des sportifs de très haut niveau et des entrepreneurs. Et au niveau personnel, c'était un outil que j'utilisais avec mes proches, avec ma chérie et prof agrégée de lettres. Elle a utilisé de la prépa mentale à ce moment-là. On a aujourd'hui 3 enfants. Et j'utilisais, et j'utilise encore, mais à l'époque j'utilisais avec eux aussi certains outils de prépa mentale, peut-être pour se sentir un peu mieux à l'école, peut-être pour arriver à m'endormir un peu plus vite. J'en parle dans le livre, mais ma fille, quand elle avait 3 ans, son grand frère en avait 5 et a perdu sa première dent. À l'époque, ils dormaient ensemble. Et quand notre fils a dit « Ah cool, ce soir, il y a la petite souris qui va passer », sa petite sœur de 3 ans, elle avait peur de la petite souris qui allait passer. Et là, typiquement, des outils de préparation mentale m'ont aidé à faire que sa nuit se passe très bien et que finalement, elle aille se coucher sans avoir peur de la petite souris. Et voilà, c'est des outils comme ça, des exemples un peu tout bêtes, mais pour dire que pendant le premier confinement, on nous a beaucoup parlé de l'anxiété des Français, du stress, de problématiques intrafamiliales aussi, qui ressurgissaient d'autant plus qu'on était confinés. Et donc, je me suis dit qu'il pourrait être bien justement de pouvoir partager certains outils qu'on imagine parfois à tort juste pour des futurs champions olympiques ou des championnes olympiques. Ouais. Et donc ça m'a vraiment guidé d'aller plus sur un marché de masse, si je peux le dire comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire à la fois un podcast et ce livre, plus pour monsieur et madame tout le monde, et pas être juste pour 15 entrepreneurs ou 10 joueurs de Ligue 1, quoi. Ok, ouais, je vois, c'est-à-dire que en fait ta cible dans ton business, là, avec qui tu travailles, c'est plutôt des entrepreneurs, des athlètes, des sportifs de haut niveau, etc. Et puis en fait, tu voulais rendre accès à ces outils à un peu monsieur et madame tout le monde pour qu'ils puissent, un peu comme toi, endormir leurs enfants ou des choses comme ça, gérer leur stress. Et alors justement, par rapport à ces outils-là, tu partages des choses très concrètes parce que moi j'ai eu la chance d'avoir ton livre, tu nous l'as offert gentiment lors d'un séminaire. Et donc ça c'était top, donc merci beaucoup. J'ai pris le temps de regarder quelques petites choses et notamment les exercices que tu proposes. Est-ce que peut-être tu peux donner un exemple concret sur à l'intérieur du livre, qu'est-ce qu'on peut trouver, quel genre de stress on peut gérer, etc. pour que tu nous en dises un peu plus sur ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, déjà, vraiment, je t'en prie pour le livre et le cadeau. C'est vrai qu'on s'était rencontrés sur un événement il y a un petit mois, à peine un mois, là, à Dijon, avec Damien Valli, et que j'avais vraiment apprécié d'ailleurs ton intervention. C'était top et très inspirant. Et en effet, écoute, déjà, ce que je pourrais te dire par rapport au stress, c'est que il faut, selon moi, deux ingrédients pour être stressé, c'est-à-dire être dans une situation importante pour moi, et penser à tort ou à raison que je n'ai pas les ressources pour faire face à la situation. Donc ça compte, c'est important, et je vais peut-être me rater. À ce moment-là, je peux être stressé. Donc, l'un des outils que je propose, par exemple, dans le livre, s'appelle le ROC, R-O-C. Le R, c'est quelle représentation mentale j'ai de la situation. Donc le R, c'est la représentation. Qu'est-ce que je m'en dis? Quelle image je m'en fais? Parce qu'on doit quand même bien comprendre que, ok, je suis stressé quand je suis dans une situation menaçante,
mais finalement, est-ce que c'est vraiment menaçant? Toi, tu as fait une intervention sur le fait de pitcher son activité, l'importance du pitch. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la prise de parole en public est un problème. Mais finalement, Ouais. est-ce que c'est vraiment menaçant? Est-ce que quelqu'un va venir me dévorer si je bafouille ou si je me trompe de mots ou si j'ai un blanc de 10 secondes sans parler? Donc je pense qu'il faut vraiment travailler Non. sur nos représentations. Et oui, j'aime beaucoup travailler sur les conséquences du stress, les symptômes du stress, peut-être une tension musculaire, peut-être un flou un peu cognitif, j'ai du mal à réfléchir, etc. Oui, en préparation mentale, on peut travailler sur les conséquences, mais j'aime encore plus travailler sur les causes. Donc déjà, quelle est la représentation? Parce que peut-être que la menace, elle est uniquement interne et c'est juste la pratique narrative que j'ai, la façon dont moi je me raconte l'histoire, qui n'est pas tout à fait la bonne. Donc le ROC, c'est R, représentation O, quel est mon objectif? Et en fait, Fanny, notre objectif va toujours se synchroniser sur ma représentation. Si je me dis, waouh, c'est hyper dur de parler en public, je vais pas y arriver, ça va être l'enfer, ça c'est la représentation que j'ai. Mon objectif, ça va être de fuir ces moments, ou de les écourter, ou de parler un petit peu moins fort. Mon comportement, ça va être de me synchroniser sur l'objectif que j'ai. Et donc, voilà, le ROC, je précise aussi que je dis ROC, mais dans certains cas, ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être corps, par exemple. Corps, donc, quel comportement je veux avoir. Voilà, je vais devoir parler en public dans quelques temps, et toi, j'imagine que tu accompagnes souvent des personnes comme ça. Ok, quel serait ton comportement idéal sur scène? Mon comportement, il serait comme ça, Ouais. comme ça, comme ça. Ok, du coup, quel est ton objectif de préparation? Mon objectif, il est comme ça, ok. Du coup, quelle représentation tu dois avoir pour faciliter le fait d'avoir ce comportement et ces objectifs? Ouais, la représentation de me dire que ça peut être un super moment, la représentation de me dire que mes proches peut-être vont être fiers de moi à la fin, que je serai fier de moi. Peut-être si on est sur une activité professionnelle, de se dire que ça peut me permettre de me présenter comme une autorité locale de tel ou tel Ouais. secteur, tu vois, dans ma région, peut-être de trouver des clients, etc. Donc voilà, le ROC, c'est juste un outil comme ça, tu me demandais d'en proposer un. Ouais, moi, c'est un outil que j'aime bien et qui peut vraiment, vraiment, vraiment s'utiliser dans notre vie professionnelle, tout comme dans notre vie perso. Tu vois, comment je réagis. Tu me disais, tiens, ça peut aider certaines personnes à mieux endormir leurs enfants. Malheureusement, et j'ai pas de jugement direct là-dessus, c'est juste que je trouve ça triste, mais tu vois, j'oublie pas encore qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il y a par exemple des personnes se battaient pour avoir des bidons d'essence. Tu vois, et ok, je me dis juste, bah finalement, si on est un peu meilleur pour gérer notre stress à ce moment-là, un peu meilleur pour gérer nos émotions, peut-être qu'on ne voit pas des personnes se battre pour avoir un bidon Non. de 5 litres d'essence, tu vois. Donc c'est vrai qu'y compris dans notre vie perso, je pense que cet outil de ROC, quelle représentation j'ai de la situation, quel est mon objectif, quel est mon comportement, et de comprendre à quel moment ce ROC a permis de développer mon potentiel, Ouais. et à quel moment ce ROC a plutôt permis de développer mes interférences, a plutôt permis de développer, si tu veux, mes incompétences ou mon inadaptation à la situation. C'est super intéressant, c'est des outils hyper applicables. Oui, Et après, et en plus, je pense que tu as dû faire un travail colossal parce que je me disais dans le livre, c'est des outils qui se pratiquent et toi, tu les as réécrits. Donc, c'est quand même, enfin, je pense que tu as dû faire un gros travail autour de ça, non? Enfin, parce que on le pratique beaucoup et en PNL, c'est un peu pareil. Alors, certes, on peut écrire tous les protocoles et tout, mais à un moment donné, enfin, l'expliquer comme tu le fais de façon très concrète et après donner vraiment le protocole pour le faire et tout, je trouve que ça, bah, par contre, tu vois, c'est pas démocratisé, on peut pas le trouver dans des livres de développement personnel, on le trouve pas beaucoup, on peut trouver des petits exercices, mais toi tu en fais, t'en as vraiment fait, t'as mis des mises en pratique quand même assez, enfin, t'as donné quand même du contenu, c'est ça que je veux dire dans le livre. oui, clairement, ouais, ouais, je crois, alors je me suis jamais bien sûr des chiffres. Alors c'est sûr qu'il y a 8 clés, ça je m'en rappelle, c'est écrit en gros en plus sur la couverture, donc je peux pas l'oublier. Je crois qu'il y a 28 outils en tout, 28 outils dans le livre, plus quelques outils en ligne, puisque tu sais, j'ai pu mettre un système de QR code qui permet aussi d'avoir certaines imageries mentales, techniques de relaxation aussi qui sont délivrées, on va dire, en ligne. Mais oui, tu as raison, je voulais quelque chose de très pratico-pratique et d'assez dense. Donc c'est vrai que oui, 28 outils, bah, ça permet, tu sais, d'en trouver au moins un. Alors c'est sûr que si tu en as 3 ou 4 qui te plaisent, c'est génial. Si tu en as 20, c'est encore mieux. Mais finalement, si tu as un outil
qui te permet déjà de beaucoup mieux gérer ton stress, c'est suffisant, tu n'en as pas forcément besoin de 28. Ouais, donc il y a la gestion du stress, ça va au-delà aussi, c'est se préparer à un événement et je trouve que se préparer à un événement, même juste mentalement sur ce qu'on veut accomplir et pas non seulement juste gérer son stress, et je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, pourquoi juste, alors je l'ai compris, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais pourquoi vraiment tu as choisi cette thématique pour le livre de vraiment sur le stress alors que tu aurais pu aussi appeler ça préparer vos événements avec efficacité ou enfin, vos prises de parole ou quelque chose où il y a un but derrière. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur le stress en général? Tu nous as expliqué un peu ton histoire personnelle, mais peut-être il y a d'autres Mhm. raisons. Ouais, écoute, vraiment, c'est que si tu veux, je pense que. Alors là je retiens pas les chiffres par cœur, tu vois, mais je pense que plus de 80% des Français et Françaises se disent stressés quotidiennement, qu'on sait que le stress chronique, en fait, est une maladie, nous tend à des conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur notre santé sociale, sur nos Ouais. interactions avec les autres, que tu as des parents qui sont tendus et que ça joue sur leurs interactions avec leurs enfants, des voisins tendus, etc. Et donc, vraiment, je voulais avoir cette approche très large. C'est vrai que ça aurait pu être sur préparer vos événements sportifs ou vos événements entrepreneuriaux, Ouais. mais je voulais vraiment qu'on puisse le comprendre comme, ok, je peux l'utiliser dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie perso. Donc, je pense qu'il y avait une approche presque plus globale en étant sur le stress. Mais par contre, tu vois, il est pas impossible, pardon, il est fort possible que je revienne dans quelques temps, peut-être avec un livre spécifique sur la préparation mentale de l'entrepreneur. Ça pourrait aussi m'intéresser. Là, ça serait beaucoup plus niché. Mais là, cette approche globale, moi, me parlait et je pense parle à plus de Français que si j'avais été, par exemple, sur les événements ou vos prises Ouais, de c'est parole ça. en public. Ouais, top. Ok, donc du coup, comment s'appelle exactement le livre et où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors le livre s'appelle 8 clés pour gérer son stress comme les champions. Il est sorti donc aux éditions Le Duc en toute fin août 2022 et on peut le retrouver dans différentes librairies bien entendu, dans les Fnac, les Cultura, sur Amazon, en ligne. Voilà, on peut le trouver assez facilement. Et comment on peut travailler avec toi si des personnes écoutent ce podcast et ont envie de travailler avec toi? Quelles sont tes propositions en fait pour travailler, collaborer avec toi? Alors aujourd'hui, j'accompagne principalement donc des sportifs et des entrepreneurs. On peut me contacter a priori assez facilement sur LinkedIn ou alors en passant par mon site. Mon site, c'est mon nom en Ouais. fait, hein. Donc on peut me trouver assez facilement. Et puis j'ai un projet on va dire à partir du 1er septembre 2023. C'est de sortir une plateforme de préparation mentale, là aussi pour monsieur et madame tout le monde, dans laquelle on pourra trouver des outils typiquement pour mieux gérer son stress, peut-être pour mieux dormir, pour développer sa confiance. Voilà, pour arriver à se relaxer et autres. Donc là aussi, ce sera un moyen, indirect en tout cas, de bosser avec moi et d'échanger. Et puis, on peut aussi me retrouver, tu sais, sur le podcast Le Smoothie. Et peut-être qu'un jour, j'aurai aussi le plaisir de t'y accueillir, puisque dans ce podcast, j'ai parfois des invités qui viennent, comme toi, du monde de l'entreprise. Et je pourrais dire aussi du monde de l'art, puisque tu as aussi pas mal œuvré en tant que comédienne et dans le théâtre. Et du coup, j'aime bien recevoir des personnes qui viennent nous parler de leur smoothie pour performer, que ce soit une performance sportive, entrepreneuriale, artistique. J'avais eu la chance d'accueillir une fois un chanteur et je trouve ça top, voilà, de pouvoir échanger avec des personnes aussi Ouais. qui réalisent des performances. Et puis d'autres fois, je suis seul et dans ce cas, c'est des capsules, c'est des formats relativement courts de 5 à 10 minutes où on va aborder un point de préparation mentale. Trop bien. Le smoothie, en tout cas, on peut pas oublier, tu sais, genre deux éléments pour qu'on se souvienne de toi. Quand je dis souvent dans le pitch, Raphaël, le smoothie, je pense que ça devrait percuter. Franchement, c'est trop, c'est marrant aussi, quoi. C'est trop bien trouvé. Et est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu te répètes à toi ou que tu répètes à tes clients, un petit peu pour clôturer ce podcast, quelque chose qui te parle, un truc que tu aimes bien te répéter ou une affirmation positive? Écoute, il y en a deux. Si je peux en donner deux comme ça, j'ai le droit d'en dire trois ou pas? Ou ça fait trop?
très rapidement. Allez, vas-y, lâche-toi. Allez, 3 très vite. Il y en a une qui rejoint un petit peu ce que tu me demandais au tout début, à savoir qu'est-ce que je dirais à une personne qui est par exemple au plafond de la micro-entreprise et qui envisage d'aller vers par exemple une société où on disait qu'on pouvait des fois se laisser un peu leurrer aussi par les ambitions des autres. Et voilà, on part dans des directions qui ne sont pas toujours les nôtres. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Et donc de bien questionner en fait ce que l'on veut et les représentations mentales que l'on a, parce que des fois on veut créer cette grosse entreprise avec les 10 salariés, ou on veut cela ou cela, et si on met beaucoup d'énergie on peut l'avoir, et une fois qu'on l'a on se dit ah ouais ok en fait c'est pas si fou que ça. Donc méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Une deuxième, c'est fixe le prix, paye le prix. Ça je me le dis très souvent. Fixe le prix de ta liberté. Fixe le prix de ton ambition. Qu'est-ce que tu dois payer pour avoir ce que tu projettes? Et si tu es OK, paye le prix. Mais je vois des personnes, des fois, qui veulent partir dans une direction, mais elles n'ont pas de la clarté sur le prix. Typiquement, sportif de haut niveau, c'est dur, c'est contraignant. Moi, j'aurais jamais voulu l'être. Je pense que j'aurais jamais pu l'être, mais je n'ai jamais rêvé de cette vie. J'ai aucun problème à entendre le déclaratif, les paroles de tel ou tel sportif ou telle entreprise qui me dit nous on veut être une licorne dans 5 ans, donc être valorisé à 1 milliard. Ok, fixe le prix. Quel est le prix de ta vie perso à payer pour ça? Quel est le prix de ta vie au niveau de ta capacité de management, etc. Ouais. Fixe le prix, paye le prix. Ça, c'est la deuxième. Et puis la dernière, c'est lève-toi avec détermination, couche-toi avec satisfaction. Voilà les 3. Je suis désolé, j'en ai dit plus que ce que tu avais prévu, mais ces 3-là me parlent bien. Tu fais bien. Merci beaucoup pour ces partages. En tout cas, elles sont inspirantes, je trouve. Elles sont pas forcément très connues et très... voilà, c'est pas celles qu'on dit tout le temps. Donc merci pour ça. Donc Raphaël, on peut te retrouver si on a envie de rentrer en contact avec toi sur LinkedIn, sur ton site, sur Instagram, je suppose. Je mettrai clairement les liens en bio. Merci. Et Merci, dernière Fanny. question, tu l'auras compris, pour juste terminer ce podcast, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui ? Ah, pleinement, non, peut-être pas pleinement, mais écoute, c'était pas mal. Je me mettrais au moins un 7 sur 10 sur la pleine révélation de mon potentiel. Bien, ok, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton partage. Je trouve qu'on a eu une interview qui était enrichissante, avec des clés, avec ton parcours. Ça peut parler à beaucoup de monde. Et en tout cas, la préparation mentale est un super outil que je conseille à tout le monde d'utiliser au moins une fois pour au moins un événement ou gérer son stress au quotidien, et aussi donc se procurer ce livre qui est adaptable finalement à tous. C'est vrai. Écoute, moi, je te remercie sincèrement pour cette invitation. Et tant mieux, déjà, si ça t'a plu, ça, j'en suis très content. C'était le premier objectif. Et puis, j'espère en effet que ça plaira aux personnes qui écoutent nos podcasts. Merci Raphaël, à très bientôt. Merci Fanny, salut. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.